Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er janvier 2026. Andrei Martinov, notre cher ami, notre frère, est ici avec nous. Bon retour, Andrei, et bonne année. Bonne année à tous. Andrei, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé dans la région de Kherson. L'attaque de drones contre des civils dont Maria Zakharova a parlé. Et elle a dit que, vous savez, les gens en Europe devraient savoir ce qu'ils font aux civils. Ils tuent. Leurs milliards servent à tuer des civils. Ce n'est pas seulement une question de l'Europe, c'est surtout une question de l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN. Que s'est-il passé, Andrei? Et nous avons eu une autre attaque contre la résidence de Poutine. Quelle était cette attaque? C'était visant Poutine, c'était à sa résidence, c'était ailleurs, parce les gens se posent cette question. C'était sûr. Vous savez, il voulait assassiner Poutine, il voulait faire autre chose. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, je veux dire, la CIA et le MI6 sont des criminels de guerre. Je veux dire, c'est fondamentalement ce qu'ils sont. Des organisations terroristes, ce sont. Évidemment, ils organisent autour de ces gens du SBU et du GUR à Kiev. Donc, ce sont des terroristes purs et simples. À Kherson, ils ont tué des enfants, des femmes, environ 24 personnes. 50 d'entre eux sont blessés. La majorité des personnes décédées ont été essentiellement brûlées dans cet hôtel et café où elles célébraient le Nouvel An. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est leur modus operandi. Ils ne sont pas doués pour la guerre. Ils aiment se promouvoir dans les films, mais en réalité, ce sont juste de simples petits terroristes. Vous savez, ils prétendent faire quelque chose de spécial, alors qu'en réalité, ce sont des lâches. Ils se cachent derrière fondamentalement derrière leur mandataire qui est l'Ukraine. Et oui, c'est avec leur bénédiction, c'est ce qui se passe. Monsieur Radcliffe est je ne sais pas qui il est, je veux dire personnellement évidemment, et je m'en fiche. Mais je veux dire, j'en ai assez de la CIA. Vous savez quel conte de fées, à quel point ils sont formidables. Principalement, oui, le trafic de drogue et des choses de cette nature. Le terrorisme, c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est tout le modèle de base, le modus operandi, parce qu'évidemment, nous savons que Trump n'a pas le contrôle de son administration. Il ne s'en soucie pas vraiment. Je veux dire, il se soucie de se montrer comme la chose la plus importante de l'univers. Donc, et il a ces gens qui essaient de saboter sa propre politique. Donc, il ne peut rien y faire. Il s'en fiche. Je veux dire, le gars est un com. Cela lui a pris environ 6 mois pour réaliser que Kellogg est un idiot, comme il se nomme lui-même. Mais mec, tu l'as nommé. Qu'est-ce que ça dit de vous si vous continuez à nommer des idiots et à laisser des gens saboter votre politique? Et donc cela continuera. Ils continueront le terrorisme. Ils sont bons, comme je l'ai déjà dit. Vous savez, à attaquer des civils violés. Vous savez, faire exploser des navires commerciaux. C'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas doués pour la guerre. Ils sont désespérés. Et Larry avec Garland hier, ils ont dit il n'y a pas de plan. Ils ne peuvent pas planifier. Ils peuvent réagir, vous savez. Ils sont fondamentalement. Ce sont des réactions instinctives et la plupart de ces gens là-bas, ils détestent tellement les Russes qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent, vous savez. Si ce n'était pas, vous savez que la Russie est ce qu'elle est, ils mettraient les Russes dans des camps de concentration. Vous savez, volontiers, vous savez. C'est ce qu'ils sont. Andrei, l'attaque contre la résidence de Poutine, et il parlait de vouloir attaquer le centre de prise de décision pour la stratégie nucléaire. Quelque chose comme ça. Quelle était cette attaque? Il voulait attaquer. Oh, oui. Ils essayaient d'attaquer la résidence de Vladimir Poutine. Leur surintendant du ancien GRU, aujourd'hui GU. L'amiral Kostukov a présenté aujourd'hui à l'attaché militaire des États-Unis une télécommande de l'un de ses drones qui s'avère être composée de pièces américaines, bébés britanniques et allemandes, vous savez. Donc oui, il a été décrypté et la télécommande a été remise à l'attaché militaire américain à Moscou par nul autre que, comme je l'ai déjà dit, le plus haut responsable du GRU. Donc les Russes fonctionnent selon un principe très simple ici. Qu'ils sortent et se pavanent les criminels de guerre qu'ils sont, en particulier les médias occidentaux. En parlant de, vous savez, toutes sortes de leurs, vous savez, tabloïds,
et du Wall Street Journal de Murdoch qui ressemble à une fausse d'aisance et des choses comme ça. Et puis, bien sûr, oui, après que tout cela, vous savez, cette tempête de bêtises soit essentiellement passée, voilà. Voici la preuve. Et oui, c'était essentiellement ciblé sur Vladimir Poutine et je ne sais pas. Nous ne savons pas vraiment s'il était là. Mais évidemment, c'est le travail de... tout le monde en parle maintenant ouvertement, le MI6 et la CIA, et qu'ils s'en débrouillent. Et après ça, que puis-je dire? Ils ne comprennent pas. Et encore une fois, il n'y a personne. Ils ont beaucoup de paramilitaires. Vous savez, on va aller tuer, vous savez, Al-Qaïda et des choses comme ça. Ils ne comprennent pas la guerre. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie et ils ne comprennent pas que même une tentative contre la vie du chef de la superpuissance nucléaire, c'est un casus belli. Si Dieu nous en préserve, quelque chose arrive à Vladimir Poutine, Londres cessera d'exister en 20 minutes. D'accord. Avec Bruxelles et en gros avec le personnel de la CIA, du Pentagone et tout ce qui se passe qui est situé pour l'instant en Europe. Et Trump aura environ 25 minutes pour entrer en contact avec Moscou et essayer d'expliquer que non, Washington ne doit pas être rasé. Mais encore une fois, ces gens-là, comme je l'ai déjà dit, ce sont des idéologues, des fanatiques et toutes sortes de personnes bizarres avec des vues religieuses et autres bizarres. Et en conséquence, ils pensent qu'ils peuvent jouer à ce jeu. Mais ils vont couiner, comme vous savez, comme des cochons sauvages quand quelque chose, vous savez, leur revient. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Trump est absolument inutile en tant que président des États-Unis, car il a rassemblé cette bande de criminels autour de lui. Comme je l'ai déjà dit, il lui a fallu 6 mois pour comprendre que Kellogg est un idiot. Et Kellogg était conseiller à la sécurité nationale pour le gars qu'il a trahi, Trump. Il vous a vendu à gauche et à droite. Son vice-président, Mike Pence. C'est ce que nous savons de Trump. Le gars n'a absolument aucune compétence d'homme d'État. Et en conséquence, nous avons d'un côté évidemment le Pentagone, représenté par M. Excès et d'autres personnes, vous savez, essayant un peu d'apaiser les choses et de les calmer. Et vous avez la CIA, qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas douée pour l'espionnage. Vous avez vu leurs prévisions, et c'est juste. C'est écrit par des amateurs, essentiellement. Donc, c'est ce que c'est. C'est aussi simple que ça. André, vous avez mentionné le cas de Keith Kellogg. Je me souviens quand Donald Trump a décidé de travailler avec lui, tout le monde se demandait quel est le but. Ce gars-là, à chaque fois qu'il est sur Fox News pour parler de la guerre en Ukraine, on dirait que c'est Joe Biden, Anthony Blinken ou Jake Sullivan qui parlent de la guerre en Ukraine. Alors, comment ce type peut-il être, vous savez, le principal négociateur de la part des États-Unis pour mettre fin au conflit en Ukraine? Comme vous l'avez dit, on approche maintenant d'une année complète. Une année complète, il a décidé non, Keith Kellogg ne fonctionne pas bien. Donc, et une autre chose qui est tellement troublante, à mon avis, c'est que cette attaque contre le président russe devrait être condamnée par le président des États-Unis. Il devrait sortir car ce genre d'attaque, c'est comme si vous attaquiez, vous savez, Donald Trump aux États-Unis et que vous mettiez le blâme. Les gens savent que lorsque vous attaquez la Russie, il y a des renseignements, vous savez, les personnes en coulisses et tout le monde sait qui sont ces personnes et d'où elles viennent, vous savez. Mais lorsque vous ne voyez aucune réaction de la part du président des États-Unis, ce qui d'une certaine manière me fait vraiment croire qu'il veut mettre fin au conflit en Ukraine, mais il y a beaucoup de gens dans son administration qui ne sont pas satisfaits de ce concept. Eh bien, oui, je veux dire, c'est comme ça. Vous avez mis dans le mille, absolument. Et il ne contrôle pas sa propre administration. Il est incapable d'établir une politique cohérente qui lui permettrait de donner des directives claires aux gens. C'est ce que fait le président des États-Unis. Le gars ne se préoccupe que des profits, il se soucie de lui-même, c'est un animateur de jeux télévisés, d'accord. Il est l'escroc de l'immobilier à New York. Il n'a jamais progressé au-delà de ça. Et il y a de nombreux indices de cela depuis 10 ans. Donc c'est vraiment pas nouveau. Il ne peut pas contrôler le pays, il ne peut pas gouverner. Il n'a pas les capacités, vous savez, de gouvernance. Mais le point est que, comme je l'ai déjà dit, ces gens-là, surtout quand on regarde intensivement du côté britannique de l'histoire, ce sont des perdants. Ils sont tous sans exception. Si vous regardez attentivement leur armée et leurs forces armées, c'est une blague. Je veux dire, vous regardez l'économie britannique, c'est une blague. Vous savez? Et donc leur parlement est une blague. C'est un tas de pseudo-politiques, vous savez.
Donc, ils sont motivés uniquement par la haine et la frustration du fait qu'ils ne sont même pas dans les 10 premiers. Leur économie se situe quelque part au milieu des 20 pays du monde et ne veulent pas. Comme je l'ai déjà dit, ils ont très peu de choses ou d'industries d'importance, comme Rolls-Royce par exemple. Pas en termes de voitures. Les voitures sont des déchets trop chers vendus à toutes sortes de personnes du Moyen-Orient. C'est principalement pour, vous savez, les moteurs à réaction et des choses comme ça. C'est à peu près la seule compétence qu'il leur reste, mais franchement, leur production et leur production industrielle sont lamentables. C'est la production des pays du tiers-monde. Et donc, en conséquence, vous avez ces gens-là et pouvez-vous imaginer d'où viennent ces gens? Chatham House, vous savez, de MI6, de tout cela, vous savez, surtout King's College et tous ces militaires. C'était censé être leur cours d'état-major qui dure quelques mois, et ils pensent que vous pouvez préparer n'importe quel officier. Donc, ils voient ça. Ils le ressentent. Et s'ils regardent la Russie, qui est l'empire qui a réussi malgré le fait de se débarrasser, grâce à Dieu, de toutes ses franges, et en gros, de revenir à son statut mondial. Donc, ils sont frustrés. Ils ne peuvent pas encadrer les Russes. Ils iraient jusqu'au bout. Ils n'ont pas d'humanité. Ce sont des lâches, principalement. Et aussi, comme j'ai déjà dit, ils savent qu'ils ne peuvent pas mener une vraie guerre. Ils ne comprennent pas ce que c'est. En conséquence, cela se transforme en ce type de réaction qui n'est pas vraiment quelque chose de planifié. C'est fondamentalement, j'utilise cette analogie comme s'ils étaient un fou turbulent. Vous savez, un patient d'un service psychiatrique qui essaie de cracher et de griffer. Vous savez, tous ces infirmiers qui les mettent dans les équipements de contention. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Ce sont des chihuahuas et ils doivent vivre avec ça. Mais oui, ils continueront à terroriser les gens. Ils continueront à faire ce genre de choses avec Radcliffe et la CIA qui, vous savez, est... oui, c'est leur capacité, c'est la seule chose. La CIA ne peut plus espionner, elle ne peut plus recueillir d'informations. Ce n'est plus une agence de renseignement. C'est essentiellement un groupe paramilitaire, vous savez, qui s'occupe de toutes sortes de choses, de trafic de drogue, et vous savez, de terrorisme, et que sais-je encore. Et donc, c'est le résultat. C'est une composante du déclin total de l'Occident qui est en train de sombrer, de tourner dans le siphon, et ça va continuer. Mais comme je l'ai déjà dit, les Russes iront jusqu'au bout, donc vous devez comprendre cela, et c'est déjà en train de se produire, surtout avec ce matin la remise d'un cadeau à l'attaché militaire américain à Moscou, et bonne année. Et après cela, nous savons qu'il y a essentiellement des centres, y compris les 15 équipages, jusqu'à 15 équipages de la région de Chernihiv, où habituellement ce type de choses se fait en termes de drones, ont été anéantis. Et cela continuera. La Russie continue de faire ce qu'elle fait. Les Russes ne réagissent pas de manière instinctive. C'est toujours mesuré. Et c'est toujours avec un certain effet. Et si vous regardez ce qui se passe à Odessa et dans d'autres endroits, je veux dire, ils font la fête, d'accord. Donc ils brûlent et finalement c'est là que tout cela mène. L'Ukraine se verra refuser toute capacité industrielle et sera réduite à un État essentiellement agraire, un État agraire primitif suffisant pour se soutenir et nourrir son peuple. Et oui, il n'y aura pas de véritable négociation sérieuse entre la Russie et les États-Unis. Trump n'est pas un partenaire de confiance. Andrei, comment obtiennent-ils les informations d'Ukraine? Je parle de l'administration Trump. Les obtiennent-ils par les services de renseignement britanniques? Les obtiennent-ils directement des Ukrainiens? Ou ont-ils une sorte d'agence dans la région qui collecte les informations et les envoie aux États-Unis? Eh bien, Larry l'a expliqué hier en parlant à Garland, et Larry, c'est contrairement à moi, il a l'expérience directe en tant qu'agent de la CIA. L'information principale provient de la liaison. Cela signifie quoi? C'est ukrainien et britannique, et vous savez, cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ces gens. Ce sont des amateurs en termes d'évaluation de la véracité de l'information. Tous ces grands mots comme hypothèse concurrente, méthode, et tout ça, ça ne sert à rien. Je veux dire, les quelques personnes qui comprennent ce qui est là, elles n'ont pas aucune influence. Surtout quand vous considérez que votre directeur de la CIA est un russophobe fanatique. Il déteste les Russes, alors à quoi vous vous attendez? Je veux dire, voilà. Et on peut leur faire avaler n'importe quoi. Encore une fois, ils achèteront n'importe quelle idée de Mi-6 et de l'Ukraine que les Russes mangent des bébés, vous savez, pour leur petit déjeuner. Ils accepteraient volontiers cela. Et donc, nous avons vu en gros l'implosion totale de l'appareil de renseignement militaire de l'Occident combiné. Et
c'est en train de descendre, de sortir. Les États-Unis ont été ensemble, eh bien, sans parler de l'Europe. L'Europe a été vaincue. Si vous regardez finalement les vidéos du Nouvel An de Milan, d'Italie, d'Allemagne, les soupes populaires, vous savez, de la nourriture gratuite pour les gens, je veux dire des files d'attente immenses d'1 kilomètre de long, ce qui est triste, bien sûr, mais c'est là qu'ils vont et rien ne peut l'arrêter maintenant. Et en conséquence, ils, vous savez, réagissent de toutes les manières possibles, rapidement, violemment, vous savez. Donc penser que quelque chose change, va changer. Mais encore une fois, ils doivent comprendre le siège de la CIA à l'anglais, sans parler du MI6 à Londres. Vous savez qu'ils... Oh, vous ne pouvez pas tirer, vous savez, vous ne pouvez pas en prendre des photos. Oui, bien sûr. Donc ils n'ont pas vérifié, évidemment, les capacités optiques électroniques de la Russie, contrairement à notre ami commun qui croit encore que la Russie n'a pas. Eh bien, c'est une toute autre histoire. Mais oui, c'est en fait le meilleur, même mieux que la résolution Keyhole maintenant. Et les Russes peuvent en fait voir des personnes spécifiques entrer et sortir si besoin est, vous savez. Et donc, ces coordonnées sont fixées et facilement ciblées, et il n'y a rien qu'ils puissent faire dans l'Ouest combiné pour l'arrêter si ça se concrétise. Et encore une fois, il y a une chose que, par exemple, aucun des pays occidentaux, y compris les États-Unis. La Russie peut anéantir ces organisations sans endommager le reste de la ville, en sauvant des vies civiles. C'est aussi simple que ça. Et nous savons, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas juste le S-18. Il y a d'autres systèmes qui peuvent faire ce travail facilement, et c'est tout. Mais oui, c'est ce que sont ces gens. Et encore une fois, quand vous regardez cette fraude académique qui est produite par exemple, ces élites, vous savez, Oxford, vous savez, les usines à diplôme en termes de sciences humaines, ou c'est de là que viennent principalement les politiciens britanniques. Oui, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Je veux dire, ils peuvent tuer le chat de Skripal et kidnapper la famille et les garder. Vous savez, nous ne savons pas s'ils sont en vie. C'est ce dans quoi ils sont bons. Vous savez faire la guerre? Non. Zelensky, dans son message de Nouvel An, il a dit qu'ils n'allaient pas. Ils seront plus proches de la paix peut-être au début, dans les premiers mois de 2026. Mais après tout, ils ne vont pas se retirer de, vous savez, de la région du Donbass. Alors, comment cela va-t-il être réalisable? Andrei, la position de la Russie a-t-elle changé depuis la dernière fois que nous avons parlé? Oui, ça a changé. C'était même vieux B. Lavrov, Zaha, Karova et tout le monde. Vous savez, ils l'ont déjà déclaré. Elle s'est durcie. Ça va être. Encore une fois, écoutez, vous devez regarder la ligne de contact de combat. C'est quelques personnes, même au Pentagone, qui ont encore un peu d'expertise. Vous savez, qui comprennent, et peuvent réellement évaluer correctement la situation, peuvent voir ce qui se passe. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était hier. L'armée russe était à environ 11 kilomètres des environs de Zaporizhia. 11 kilomètres équivalent à 6,7 milles. Donc, et c'est principalement leur, vous savez, type de steppe, vous savez, sans aucun type de forêt ou quoi que ce soit. Et ça continue partout, vous savez. Donc, bien sûr, ils peuvent prétendre ce qu'ils veulent. Ils peuvent répandre toutes sortes de bêtises comme « oui, nous allons débloquer cela ». Ils ont essayé. C'est ce qu'ils appellent leur... Une compagnie de chars a tenté de regagner du terrain près de Kupiansk. Bien sûr, ils ont tous été tués et brûlés. C'est ce que c'est. Vous savez, il n'y a pas de capacité là-bas. Je veux dire, ils peuvent mener des actions terroristes. Le terrorisme est l'arme des faibles. Et l'OTAN est un mort qui marche. Il est militairement faible, tout comme les États-Unis. C'est plutôt bon pour... je ne sais même plus à quoi ça sert. Il ne peut pas mener de véritables opérations sérieuses ou des opérations interarmes à grande échelle, surtout contre une puissance égale, et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je le dis depuis les 10 dernières années, c'est les États-Unis qui sont une puissance quasi égale, pas la Russie. Et donc, ils continuent avec cette vous savez, harangue, vous savez, en gros, ils font juste semblant d'être, oh oui, eh bien, les maîtres du monde. Et plus ils le font, plus ils se ridiculisent. Et donc oui, c'est l'effondrement de la civilisation. Nous devons comprendre cela. Tout ce que nous voyons, ce qui se passe, y compris à l'intérieur des États-Unis, et surtout dans les sens économiques, industriels et scientifiques. L'Europe n'est pas récupérable. Point final. Et comme vous l'avez dit, les Européens ne s'en soucient pas, la majorité d'entre eux ne s'en soucient pas. Eux, si demain tous les Russes sont tués, la majorité d'entre eux, pas tous, s'en porteront bien. Vous savez,
Donc, ils seront probablement même contents d'avoir mis la main sur les ressources de la Russie et, oh oui, notre niveau de vie, c'est ce qui les intéresse. Andrei, si la guerre continue en Ukraine, dans le cas de la poursuite de la guerre, voyez-vous un moment où la guerre s'étendrait à Odessa et Mykolaïv, ou voyez-vous une sorte de stratégie différente de la part des Russes en ce qui concerne Odessa, particulièrement à Odessa? Je ne sais pas pour Odessa. Oui, c'est la question que tout le monde essaie de soulever. Et écoutez, je ne suis évidemment pas au courant de la pensée de l'état-major. Personne ne l'est à part, essentiellement deux personnes. Enfin, deux entités. Il s'agit évidemment du chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, qui parle spécifiquement de la question militaire. Et bien sûr, Lutskoy et son principal état-major opérationnel, et des gens comme Kostukov seront au courant. Donc c'est évidemment hautement confidentiel, quelles que soient les éventualités élaborées là-bas. Je suis absolument certain qu'il y a une éventualité là-bas et il y a une planification qui a déjà été achevée, qui la possibilité d'aller à Odessa et de la prendre physiquement. Il serait absolument inapproprié pour tout état-major sérieux de ne pas avoir une telle planification. C'est ce qu'on appelle la planification de contingence. Donc, vont-ils le faire? C'est évidemment à la direction politique de décider. C'est pour le Conseil de sécurité. Ce n'est pas seulement à propos de, vous savez, que Vladimir Poutine, vous savez, est une sorte de figure politique omnipotente. Il est assurément plus. L'homme politique le plus puissant du monde aujourd'hui. Mais néanmoins, cela passe par le Conseil de sécurité où, vous savez, tout le monde, de M. Medvedev, Lavrov à M. Gerasimov, Belouzov, tous assis-là décident quoi faire. Et peuvent-ils le faire? Oui, ils peuvent. Vont-ils le faire? Je ne sais pas. Et André, vous savez, un de nos amis, votre ami et mon ami, le colonel Jacques Bou, est sous sanction en Europe à cause de ce qu'il a dit sur le conflit en Ukraine et principalement sur l'Ukraine et sa position sur la guerre, sur le champ de bataille en Ukraine. Quand l'Europe va jusqu'à sanctionner un des citoyens les plus décents de, vous savez, de la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe d'ailleurs, Oui. mais puisqu'il était... Il est dans l'Union européenne. Il vit, oui. Il vit à Bruxelles, il vit en Belgique. C'est pourquoi ils peuvent lui imposer beaucoup de sanctions, lui mettre beaucoup de pression. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe pour que ces gens qui s'inquiètent pour l'avenir de leur terre, l'avenir de l'Europe en particulier, soient en quelque sorte réduits au silence par l'Europe, par les partis politiques en Europe? L'Europe est finie. Encore une fois, je veux dire, combien de fois? C'est probablement pourquoi d'autres Européens ne m'invitent plus à leurs émissions, parce que je dis, vous êtes finis, c'est fini. Donc les Européens sont des lâches, ils ont permis que cela leur arrive parce qu'ils ont été satisfaits de leur niveau de vie qu'ils vont perdre. Ils sont en train de le perdre, la seule. Il faut reconnaître au moins un certain crédit aux Britanniques qui ont compris que, vous savez, aussi imbéciles qu'ils soient politiquement, ils savaient qu'ils devaient s'accrocher aux États-Unis parce qu'au moins les États-Unis avaient une sorte de pas qu'ils ne l'aient pas gâché récemment. Donc, mais encore une fois, ils pensent qu'ils peuvent attendre la fin de Trump. Mais le fait est que l'Europe est finie, c'est terminé, et il n'y a pas d'avenir pour elle. Ça va être le deuxième monde, vous savez. Vous pouvez déjà voir les villes européennes. Ce sont des trous à rats, sales. Elles ne pourront pas gérer l'immigration. Ils peuvent manifester autant qu'ils veulent. C'est le point de non-retour. La France est finie. Elle n'existera plus en tant qu'État unifié et la nation française probablement dans 15 ans. Moi, je donnais 2035. Certaines personnes disaient que c'est, je veux dire 2050. Certaines personnes disent que ce sera 2035. L'Allemagne est finie, donc peu importe qui en. Et encore une fois, peu importe le parti politique, ça n'a pas d'importance. 99% de ces partis politiques suivront cette ligne politique qui est, bien sûr, la haine de la Russie. Et selon eux, ils pensent qu'ils peuvent, vous savez, continuer avec la guerre. Encore une fois, ils continuent avec le vol et le pillage. L'Europe est incapable de mener une véritable guerre. Et donc la seule chose dont ils sont capables, c'est de la ruiner et essentiellement elle se désintégrera. L'Union européenne se désintégrera et alors qu'ils aillent au diable et vous savez quoi? Allez faire ce qu'ils faisaient depuis les 1000 dernières années. Allez-vous entretuer. S'ils vont quelque part à l'Est, je veux dire, un soldat russe ne mettra plus le pied sur le sol européen, point final. Mais les armes russes pourraient, et ce sera la fin de l'Europe en tant que telle. Donc dans ce cas, les gens disent,
Oh, je veux encore une fois prévenir toutes sortes de, vous savez, accusations que, oh oui, vous avez du Schadenfreude. Non, je n'ai pas de Schadenfreude. Je regarde simplement les choses en face et ça fait presque 20 ans que je dis sans arrêt que l'Europe, c'est fini. C'est juste qu'aujourd'hui, on arrive au point critique et on sait qu'elle est en faillite et que rien ne pourra la sauver. Vous voyez? Et donc les États-Unis, eh bien encore une fois, comme je l'ai déjà dit, regardez le Congrès américain ou les élites politiques américaines, c'est risible et c'est la fin. C'est comme ça que la fin arrive et la seule chose qui se passe partout en ce moment, c'est que la Russie essaie de la maintenir sous contrôle pour ne pas essentiellement escalader vers la Troisième Guerre mondiale, qui se terminera très rapidement. Vous savez, alors, et que puis-je dire? Les Européens voulaient cet avenir, ils l'ont eu. Ouais, Andrei, nous avons appris dans les nouvelles que les marines des BRICS vont avoir des exercices conjoints en Afrique du Sud en janvier 2026. Nous parlons de l'OCS et Ouais. parce que l'OCS est une sorte de sécurité, vous savez, une collaboration, mais les BRICS sont quelque chose de différent, différents pays avec des vues différentes et il y a des différences. En considérant tout cela, quel est le sens d'avoir des exercices conjoints et qui est l'ennemi et quelle est la menace pour les BRICS? Les exercices conjoints sont une chose assez routinière, ne vous y trompez pas. Mais vous devez garder à l'esprit qu'au cœur de ces exercices conjoints, il y aura les marines russes et chinoises et ensuite, bien sûr, secondairement, la marine indienne qui est toujours une marine puissante et qui participera. Donc, c'est en gros comment la Russie et la Chine s'y prennent, vous savez, militairement. Et il s'agit évidemment de développer une certaine interaction, vous savez, une coopération, aucun doute là-dessus, mais essentiellement les Russes et les Chinois font cela en continu. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, sans aucune sorte. C'est comme chaque semaine, vous regardez et dites « Oh oui, les bombardiers russes et chinois font la patrouille conjointe, les marines russes et chinoises, ils font les patrouilles et balayages conjoints, et ainsi de suite. » Oui, c'est ce que c'est. Donc essentiellement, cela dépend de la Russie et de la Chine, comment ils façonnent militairement les BRICS, ou bien évidemment, nous savons cela, l'organisation de coopération de Shanghai est un genre de choses de sécurité, mais pourquoi ne pas inviter des gens des BRICS? C'est absolument naturel et encore une fois, gardez à l'esprit que ce sont en gros des exercices de routine. Mais à la fin, cela dépend entièrement de la Russie et de la Chine, avec un certain apport de l'Inde, comment ils vont développer les détails de sécurité appropriés pour le continent eurasiatique. Et évidemment, une partie de la sécurité majeure du continent eurasiatique est le composant naval, évidemment, surtout en considérant toutes sortes de choses bizarres comme AUKUS. Et vous savez, alors que puis-je dire, simplement développer leur coordination et vous savez, peut-être des opérations conjointes. Andrei, aux yeux des Russes et du gouvernement russe, voit-il toujours la menace venir de la Géorgie ou le cas de la Géorgie est-il d'une manière ou d'une autre réglé ou d'une certaine manière, ils ne le ressentent plus comme avant et comment voit-il aujourd'hui la Géorgie et le Caucase du Sud? Je parle de ne pas se limiter à la Géorgie, peut-être descendre jusqu'à l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Pragmatiquement, Aliyev a gâché leur relation, qui est très amicale, complètement de son propre chef évidemment, mais sous l'influence de toutes sortes de forces de clin d'œil, vous savez qui. Mais l'argent de sa famille est évidemment à Londres et ils sont tous liés à Londres. Et c'est la seule ligne d'intérêt, par exemple, les Britanniques mais pour une raison quelconque, ils ont surestimé ce qui pouvait être fait. Et finalement, quand Ilham Aliyev et l'Azerbaïdjan sont retrouvés toujours coincés entre la Russie et l'Iran, ils ont reconnu que, oui, on dirait qu'on doit toujours faire le corridor nord-sud. Et donc, peu importe ce qu'ils pensent, vous devez comprendre cela. Ce qui compte, c'est comme toute limite, et les limites sont les pays en marge, d'accord? Bien que ce soit évidemment des pays importants, ils ne sont nulle part près de leur capacité, de leur influence et de leur poids géopolitique que disons des acteurs comme l'Iran, encore moins la Russie. Et donc ils doivent, vous savez, essayer de survivre, surtout concernant la situation pas très bonne de l'économie en Azerbaïdjan. Oui, l'Arménie est en somme un pays en faillite. Rien de bon ne sortira de là.
Et donc oui, ils continueront à laisser le qui, et n'oubliez pas, Erevan a la plus grande ambassade américaine du monde. Il y a une raison à cela. Évidemment, la politique nationale arménienne et la psychologie arménienne sont basées sur une seule chose, ça s'appelle la diaspora. Oh oui, nous avons tous des parents et des amis aux États-Unis, ils viendront nous aider. D'accord, la Russie a dit bien sûr juste, oui, vous êtes seul. Vous savez donc, mais la Géorgie est évidemment, c'est un cas à part. N'oubliez pas, les Géorgiens soulèveront constamment cette question de l'Ossétie du Sud et évidemment de l'Abkhazie. Mais le point est qu'ils ont compris par eux-mêmes et en eux-mêmes, surtout en regardant l'Ukraine, et ce ne sont pas des gens stupides, les Géorgiens. Et donc ils ont compris qu'ils pouvaient être utilisés de la même manière. Bien qu'ils aient essayé de l'utiliser en 2008, cela s'est très mal terminé pour eux en 5 jours. C'était au fait essentiellement un signal au Pentagone, vous savez. Et donc, que puis-je dire? Il y aura des tentatives de déstabilisation du Caucase. C'est ce que les Britanniques font particulièrement pour une raison quelconque. Ils se considèrent comme des spécialistes de la Russie et du Caucase. Mais le point est que vous avez un chihuahua qui essaie de provoquer quelqu'un, et vous avez un bulldog, et surtout, quand vous regardez historiquement, si économiquement ce que la Russie représente en elle-même. C'est seulement dans la communauté du renseignement américain qu'ils croient que la Russie est toujours dans les années 90. Vous ne pouvez pas expliquer à ces personnes qui ont étudié, vous savez, l'économie de toutes sortes de diplômes dans l'Ivy League, ou que sais-je, ou qu'ils les recrutent pour cela. Les gars, vous ne comprenez pas ce qu'est la véritable économie. La Russie est un monstre économique. Et donc, eux, ces pays, les limites, surtout dans le Caucase, ils devront suivre d'une manière ou d'une autre leur vecteur global. Mais quoi, par exemple, comme Aliyev a perdu, si vous regardez, il a perdu toute influence à l'intérieur de la Russie, surtout avec la démolition de la diaspora azerbaïdjanaise, diaspora étant un euphémisme pour les groupes de crime organisé. Et c'est pourquoi il réagissait de manière instinctive. Vous savez. Et donc maintenant, ce ne seront plus des relations amicales. Maintenant, ce ne sera pas « Eh, Ilham, vous savez que Vladimir Poutine appelle. Comment pouvons-nous, vous savez, décider des choses ?» Non, ce sera « D'accord, voici les conditions. Voulez-vous le faire ? Sinon, d'accord, vous êtes seul et nous en prendrons la suite. » Vous savez, hein, donc, et surtout quand vous avez maintenant soudainement, oh mon Dieu, il y a un chemin de fer alternatif par la Turkménie, par le Turkménistan. Oh, d'accord. Donc, et ils ont eu leur temps, ils ont eu essentiellement, vous savez, leur temps au soleil, et c'est fini maintenant. Les choses ont changé. André, c'est incroyable parce que ces pays, ils ne comprennent pas quand ils s'impliquent dans des conflits plus grands. Vous savez, c'est un conflit entre l'Est et l'Ouest. Nous devons accepter cela. Oui. Et ils voient ce qui est arrivé à l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas un petit pays. 700 000 soldats, vous savez, ce n'est pas rien. Et c'était la plus importante et la plus grande armée d'Europe. Tu as raison. L'Ukraine. Et imaginez ce que peuvent ressentir ces petits pays qu'Azerbaïdjan essaie d'utiliser pour s'amuser, comme par exemple la Russie. C'est ce que font les Limyov. C'est exactement ce que fait le Bélarus. Loukachenko aussi. Ce sont des politiques multivecteurs, comme ils le disent. Mais en fait, c'est leur désir de s'asseoir sur plusieurs chaises simultanément. Cette proposition a été retirée par la Russie, essentiellement. Cela n'a pas été dit de cette manière, mais c'est sous-entendu, et c'est comme si vous étiez avec nous, ou presque la doctrine de George Bush. Soit vous êtes avec nous, soit vous allez en enfer, c'est ça. C'est en fait bien pire que ça. Vous ne voulez pas être totalement abandonné, car personne ne viendra vous sauver. L'Europe est pauvre. Ils sont en faillite. Ils n'ont aucune solvabilité financière, et c'est pourquoi ils ont essentiellement volé l'argent russe, parce qu'ils sont fondamentalement des voleurs. Le vol est la seule chose dans laquelle ils sont bons. Et donc, beaucoup d'entre eux l'ont vu. Vous savez, et beaucoup d'entre eux ont acheté ces absurdités concoctées par ces imbéciles de Londres, qui créent essentiellement des récits. Et bien sûr leur homologue américain, qui étaient aussi principalement des récits, parce que, comme je l'ai déjà dit, ils ne savent pas comment diriger le pays, ils ne savent pas comment mener une guerre. Ils ne savent rien essentiellement, vous savez, sauf le terrorisme et toutes sortes de sabotages. Et tuer des civils, c'est ce dans quoi ils sont bons. André, le président de l'Iran aujourd'hui ou hier a dit qu'il ne pouvait pas le faire en faisant la guerre à l'Iran. C'est pourquoi ils essaient de le faire par des manifestations ici en Iran.
En fait, je suis personnellement en Iran, comme je mentionnais avant de venir à ce direct. Je n'ai vu aucune manifestation, mais il semble que dans certaines régions, il y ait eu des manifestations car j'ai vu les vidéos, les images, mais ce n'est finalement rien d'important. Et vous voyez la couverture dans les médias grand public en Occident, c'est comme si le régime changeait, tout est. Qu'est-ce qui... Et on a vu que lors de sa rencontre avec Donald Trump, Netanyahou a dit que si Netanyahou veut attaquer l'Iran, alors ils peuvent cibler non seulement le programme nucléaire iranien, mais aussi ils étaient préoccupés par le programme de missiles balistiques de l'Iran. Comment pourrait-il supposer qu'un pays, vous savez, puisse renoncer à son programme de missiles, qui était la principale raison pour laquelle ils ont pu d'une manière ou d'une autre de donner une leçon au gouvernement en Israël pendant la guerre. Vous savez, le programme de missiles est la partie la plus stratégique, vous savez, de l'armée iranienne, du système de défense iranien. Comment peuvent-ils imaginer, comment, Encore une fois, quelle est la logique dans leur esprit, André, quand ils vont aussi loin? Eh bien, laissez-moi être très précis. Les États-Unis et Israël sont dans une posture de jeu malsain. C'est un gouvernail néerlandais. L'un masturbe l'autre et vice-versa. Ces gens ne sont pas sérieux. L'IDF n'est pas une organisation militaire sérieuse et ils ont vraiment besoin que les États-Unis fassent le sale boulot. Je veux dire, Israël en soi, ce n'est rien de ce qu'il a été décrit avec. Et même en prétendant qu'Israël, d'une manière ou d'une autre, déploie son armée et parvient en Iran, elle sera anéantie, vous savez, essentiellement. Mais le point est que c'est pourquoi, par exemple, ils ont classé toutes ces vidéos d'Israël sur les dégâts réels qui ont été causés. Et c'est pourquoi Israël a supplié les États-Unis et en fait supplié la Russie d'intervenir et de régler cette affaire d'une manière ou d'une autre. Donc oui, vous avez des fanatiques, vous avez des criminels, tous, et oui, vous avez des fanatiques religieux là-bas en Israël, et toutes sortes de gens qui sont carrément cinglés. Et ils ont évidemment le président le plus sioniste de l'histoire des États-Unis, sous la forme de M. Alors, ils essaient toujours de réaliser ces choses. Vous savez. Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas vraiment des militaires sérieux. Et c'est qu'ils sont bons pour combattre des gens qui ont des roquettes Katyusha à partir de, vous savez, de tuyaux d'eau et de choses de cette nature. Une fois qu'ils rencontrent des choses comme, vous savez, des armes sérieuses, ça ne marche pas aussi bien. Oui, regardez le Hamas. Le Hamas est toujours là, il s'en sort bien, c'est ce qu'ils savent faire. Vous savez, sabotage, tuer des gens, vous savez, des choses comme ça. En termes de défense aérienne surtout et de défense antimissile, à ma connaissance, l'Iran a en fait élargi ce programme de missiles. Et la prochaine fois, il y en aura beaucoup plus qui voleront là-bas. Donc, ils ont besoin des États-Unis pour tuer le changement de régime à Téhéran. Que puis-je dire? Je veux dire, ils veulent le changement de régime en Russie depuis des siècles. Alors, voyez comment ça a fonctionné. Nous savons tous comment ça s'est passé. Et donc, oui, nous y sommes. Nous ne sommes pas au bord du gouffre. Nous sommes pas au bord. Nous sommes dans le nouvel ordre mondial où les limitations des États-Unis ont été démontrées de manière emphatique ou pas pour le reste du monde, surtout après la brillante victoire sur les Houthis. Je suis facétieux, bien sûr. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. C'est une démolition complète du front. Et encore une fois, l'OTAN a été vaincue militairement et l'Europe, c'en est fini pour eux. Et la quête de 500 ans, eh bien, plus de 500 ans, la quête de l'Europe, en particulier de l'Europe occidentale, de la Russie est terminée. Car cette fois, ils peuvent être définitivement anéantis. Elle cessera tout simplement d'exister en tant que civilisation, en tant que telle. Et donc, en conséquence, cela crée toutes ces pressions politiques, culturelles, idéologiques, que nous voyons avec toutes ces choses, surtout en considérant le fait que les États-Unis sont dirigés depuis Tel Aviv en termes de politique étrangère et en termes de politique envers le Moyen-Orient. Et oui, vous avez ces sionistes chrétiens évangéliques qui infestent toutes sortes d'échelons du pouvoir des États-Unis. Je ne sais pas combien de ces fanatiques à la CIA, par exemple, ou au Pentagone, certainement beaucoup qui croient en cette rupture et au dispensationalisme, des gens qui ne sont pas vraiment dans leur bon sens. Et alors ils assistent probablement à toutes ces méga-églises, vous savez. Et où le Seigneur se jette sur les autels ou quelque chose comme ça.
Donc, oui, quand vous êtes fanatique et que vous croyez à cette idée, que pouvez-vous attendre? Donc, vous devez marcher avec prudence, vous savez, prudemment avec ces gens, car ce sont fondamentalement des cinglés et vous avez une politique qui est définie par des cinglés. Et en conséquence, nous avons toutes ces négociations de l'empereur nu en déclin et essayant de préserver son empire. Alors qu'en réalité, préserver avec quoi? D'accord. Et c'est le problème. Et à Taïwan, c'est pareil, André. C'est pareil à Taïwan. Ils n'envoient plus d'armes à Taïwan. Je ne sais pas quoi attendre de Taïwan parce que Taïwan est une toute petite île, ce n'est même pas comparable. L'Ukraine est connectée à, vous savez, à l'Europe et Oui, eh bien, ils pensent que leurs armes sont bonnes. Elles ne le sont pas. Et ils ont même démontré ce qu'elles sont. Mais encore une fois, les États-Unis ne savent pas ce qu'est la guerre. Aucun de la CIA ou du Pentagone, vous savez, de l'armée américaine ou des officiers n'a jamais combattu pour défendre sa patrie. Ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont pas la psychologie pour ça. Ils n'ont pas de code culturel pour ça. Et oui, ils n'ont plus de vrais spécialistes de la guerre sérieux. C'est ce que nous pouvons voir clairement maintenant. merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand plaisir comme toujours et bonne année à vous et à votre famille. La même chose pour vous et votre famille et pour tout le monde. Bonne année. Merci. Bonne année. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit.